Tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'actualité, on en parle. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Avec Jean-Yves Breteau et son invité. Et cette semaine, l'actualité, on s'en parle sur Radio Alpa 107.3 avec Yves Brochard, tête de liste UDI pour les municipales 2014. Bonjour Yves Brochard. Bonjour Monsieur Breteau et bonjour à vos auditeurs, excusez-moi. Alors plus de 70 chefs d'État et de gouvernement seront présents ce mardi aux obsèques de Nelson Mandela en Afrique du Sud. La France sera représentée par François Hollande et Nicolas Sarkozy qui a accepté l'invitation de son successeur à l'Élysée. Ils assisteront côte à côte à la cérémonie sans pour autant prendre le même avion. La cérémonie se déroulera au stade de foot de Johannesburg, là où Nelson Mandela a fait sa première apparition en public. C'était avant la finale de la Coupe du Monde organisée par son pays en 2010. Après la cérémonie, le corps de Nelson Mandela sera exposé pour 3 jours à l'Union Buildings, le siège du gouvernement à Pretoria, où il prêta serment après son élection à la présidence en 1994. Il sera ensuite inhumé dimanche prochain sur la terre de ses ancêtres dans la province du Cap-Oriental. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Yves Brochard, à l'annonce de la mort de cet homme qui aura marqué le XXe siècle de par son combat contre l'apartheid? Bien, tout d'abord, c'est Bien dans le micro, s'il vous plaît. Tout d'abord, c'est un grand homme. La dimension internationale, son action et son parcours politique hors du commun s'est concrétisé pour l'unité et le rassemblement du peuple de l'Afrique du Sud. De plus, il a toujours su enseigner qu'il y avait toujours quelque chose de bon à prendre auprès de son adversaire. Donc je crois qu'il faut saluer également ceux qui l'ont aidé dans sa démarche de libéraliser l'oppression de son peuple, notamment Monseigneur Montutu, qui a été prix Nobel en 1984. Et le président de Klerk et lui-même ont contribué justement à la libération et faire en sorte que cette démocratie, à travers toutes les races et les idées aillent vers la liberté. C'est l'une des grandes figures du XXe siècle. Est-ce que d'après vous, le XXIe siècle, qui est tout juste commencé, connaîtra et connaît déjà une grande figure autant que celle de ce grand homme? Je crois que c'est l'action cumulée de grands hommes, tels que ceux qui survivent justement sont le Monseigneur Montutu, je crois qu'il continue, et puis le Dalai Lama qu'il a rencontré récemment en 2012. Donc ces grands hommes nous inspirent pour faire en sorte que les démocraties puissent continuer à œuvrer à l'encontre des systèmes oppressant l'humanité. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Yves Brochard, vous avez 60 ans, vous êtes conseiller en investissement financier, vice-président du Parti radical en Sarthe, et vous avez siégé pendant 13 ans, de 1997 à 2008, comme conseiller municipal et conseiller communautaire dans l'opposition. Pour les municipales de mars 2014, vous allez mener la tête de liste UDI au Mans. Pourquoi vous lancez-vous dans cette campagne ? Alors, tout d'abord, je suis natif du Mans, j'ai fait mes études au Mans, j'ai exercé plusieurs professions au Mans et j'ai eu la chance et le plaisir d'être élu depuis 1995 jusqu'à 2004 à la mairie du Mans et à la communauté urbaine. Donc j'ai pu bénéficier d'un certain nombre d'expériences qui me permettent aujourd'hui d'être candidat. Et depuis 1 an, une formation politique nouvelle s'est fondée, c'est l'Union de la démocratie indépendante, notamment l'UDI. Et à cette occasion, elle regroupe désormais 50 000 membres et une soixantaine de parlementaires et sénateurs au cumul. Donc aujourd'hui, c'est une force nouvelle sur l'échiquier politique national et Jean-Louis Bordeaux m'a demandé de mener et d'organiser une liste sur la ville du Mans, qui est une des 25 premières villes de France. Alors, vous êtes vice-président du Parti radical en Sarthe, c'est donc une des branches qui représente l'UDI ? Alors, l'UDI, désormais, c'est le rassemblement de toutes les familles politiques du centre qui existaient auparavant. Donc, l'Union de la démocratie indépendante, et donc elle regroupe depuis peu une coordination avec une nouvelle formation politique qui est le MoDem dans le cadre d'une alternative. Alors le candidat UMP que vous connaissez bien, qui est Alain Pigeot, souhaite toujours qu'il y ait un rassemblement de la droite pour gagner les élections. Pourquoi n'y avait-il pas d'accord possible avec l'UMP pour le premier tour ?
Pour l'instant, si vous voulez, ce qui a été défini, c'est justement d'œuvrer pour créer une liste indépendante du centre, du rassemblement du centre droit, centre gauche. Donc, si vous voulez, pour qu'il y ait alliance, il faut d'abord que les programmes soient définis et qu'il y ait une concordance, justement, des programmes communs pour qu'on puisse envisager éventuellement une alliance. À ce jour, il n'y a aucune alliance. Une simple et bonne raison, c'est que lorsqu'on a pu découvrir les premières mesures que prendrait notamment M. Alain Pigeot étant investi par l'UMP, nous ont choqué quelque peu et j'évoquerai deux questions. Le principe qu'il prendra un arrêté à l'encontre de la mendicité. Donc en ce qui nous concerne, on n'envisage pas de faire la chasse aux mendiants, mais plutôt faire la chasse, traiter plutôt la pauvreté. Donc c'est déjà une divergence. Et puis une deuxième sur la politique de la sécurité dans la cité. Je crois que créer une police municipale avec une brigade canine, puisque c'était public, ça a été évoqué dans ces réunions, eh bien ça ne prend pas le chemin de nos idées du centre, qui est de le respect de la personne humaine et d'avoir une dimension sociale pour connaître le pourquoi justement des problèmes rencontrés par ces personnes. Donc de ce fait, il n'y avait pas d'accord possible dès le premier tour, ça veut dire qu'il n'y en aura pas non plus pour le deuxième, s'il y en a un deuxième. Pour le moment, une information nouvelle que je vous donne, vous avez pu la constater dans la presse, nous avions dans notre liste des adhérents du MoDem et désormais le MoDem local a pris une décision de se regrouper et de venir siéger dans notre liste. Oui, mais par rapport à l'UMP, justement, il n'y a pas d'accord possible dès le premier tour, donc il n'y en aura pas non plus au second. Pour l'instant, nous travaillons sur nos programmes et nous définissons, nous en remettons à l'électeur, puisque je crois que les municipales, c'est une rencontre avec l'électorat. Je crois qu'il faut donner une offre élargie et je pense que l'électorat ensuite se prononcera et en fonction des résultats, eh bien on pourra en tirer les enseignements. Mais pour le moment, oui, on peut dire que dans le cadre du premier tour, il n'y a pas d'alliance envisagée. Après, Yves Brochard, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que, bien sûr, le candidat UMP revienne sur les points qui vous dérangent. En tout cas, nous, si vous voulez, on ne décide pas des alliances, on décide des idées qu'on va développer. Et nous imposons, nous avons une éthique, nous avons défini une charte des élections municipales qui est justement de définir une politique exemplaire, responsable et transparente, c'est-à-dire faire preuve d'exemplarité en promouvant une certaine éthique de la vie politique. Donc droit de l'opposition, renouvellement de la classe politique, maintenir des finances saines et des règles de gestion rigoureuses, et d'agir dans l'intérêt général. Alors ça, c'est toute la charte qui a été mise en place par l'UDI. Samedi dernier, le président du MoDem sartois, Alain Lequéot, a fait savoir qu'il n'apporte pas son soutien à la liste UMP. Il annonce que le MoDem sera représenté donc dans votre liste, le Mans première UDI. Quelles sont les bases de cette coopération locale entre l'UDI et le MoDem pour le Mans ? Mais écoutez, votre question anticipe un peu notre rencontre, puisque je vais le voir dans une heure, dans une réunion politique. Donc c'est lundi, hein ? Donc nous allons nous rapprocher et définir les points communs et créer nos commissions pour justement organiser notre programme. Mais on peut dire qu'il y a une alliance MoDem-UDI ou pas ? Oui, bien sûr. Oui. Il y a une alliance, mais dans le cadre de notre charte de l'UDI. Comment se présente votre liste qui doit contenir 55 noms à parité ? Alors, nous avons trois grands courants d'humanistes, des anciens élus de l'UDF, de nombreux sympathisants qui nous rejoignent, des adhérents de l'UDI et puis aussi des adhérents du MoDem. Donc la liste se consolide. Je pense que nous atteindrons notre objectif d'avoir les 50 et quelques personnes et de participer au premier tour. Elle sera connue à quelle période à peu près ? Eh bien, elle sera connue, je pense qu'elle sera connue début janvier. Alors, puisque l'UDI et le MoDem font une liste commune, en tout cas c'est en bonne voie pour représenter le centre à ces élections, est-ce que vous pensez, comme l'indique le MoDem dans son communiqué, je crois que c'était samedi, que rien dans la mandature qui s'achève ne démontre que l'opposition municipale conduite par M. Pigeot aurait mieux mené les affaires que la majorité sortante ? Est-ce que c'est une affirmation que vous partagez ? Écoutez, pour l'instant, moi, je suis pas en opposition. Je vous ai dit, les deux points qui m'avaient choqué, c'était, je pense que M. Pigeot fait fausse route en allant vers une droitisation majeure. Je crois qu'il le dit lui-même, puisqu'il le dit que il est à la fois humaniste et centriste, et en fait, il représente une UMP qui se décale vers la droite.
Donc, en ce qui nous concerne, nous restons mesurés. S'il change d'avis, à la rigueur, il y a un problème. Il représente à la fois l'UMP, mais en même temps, il incarne parfois des idées du centre. Alors, il y a une confusion, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure en préalable, il est hors de question d'emmener le curseur vers la droite. C'est un centre rassemblant à la fois le centre droit et le centre gauche, et nous allons justement développer prochainement ces idées dans ce sens. Yves Brochard, on va revenir à ma question si vous le voulez bien. Est-ce que comme votre allié, le MoDem, vous partagez que finalement la gestion de la ville de l'équipe sortante n'est pas si mal que ça et que ses opposants n'auraient pas fait mieux? Puisque vous avez été conseiller municipal. J'ai pas de critique majeure à faire à un maire qui gère sa ville. Je crois que quand on est élu dans de telles assemblées, il y a des votes communs majoritaires, et puis il y a des oppositions, des discussions. Donc sur l'essentiel, depuis Monsieur Jarry jusqu'à Monsieur Boulard, la ville a évolué avec la modernité, avec le temps. Elle répondait à des besoins. Toutes les tendances ont participé, les tendances démocratiques. Donc aujourd'hui, je crois que le seul problème, je pense que il est lié les investissements ont été faits, les structures sont mises en place. Je crois que ce qui va poser problème demain, c'est justement, on dit qu'il n'y a pas de corrélation avec la politique nationale. Si, il y a la corrélation, puisque les dotations vont baisser, l'État augmente l'impôt, et les besoins en proximité dus à la décentralisation sont de plus en plus importants. Et en plus, on a une aventure, on a joué en quelque sorte avec le football. Bon, il faut voir que ça avait un caractère aléatoire, et on se trouve dans une situation où on a du débit. Il n'y a pas de crédit. Donc il faudra bien à un moment donné compenser ce débit, rééquilibrer les comptes d'exploitation, et ça sera un coût pour la ville du Mans et bien sûr un coût pour la fiscalité. Donc il faut faire preuve de mesure. Je crois qu'il ne s'agit pas de se heurter les uns les autres. Je crois qu'aujourd'hui, il faut devenir consensuel, agir dans l'intérêt de la cité et être très prudent. Parce que si demain il n'y a pas d'emploi, s'il n'y a pas d'activité économique, il n'y aura pas de recettes fiscales. Donc aujourd'hui, en ce qui me concerne, mon action, si je deviens maire de la ville du Mans, sera de valoriser au mieux tous les points positifs de cette ville pour faire en sorte que l'économie, la grande économie, la moyenne économie, la petite économie puissent s'intégrer dans la cité et générer de emplois et de la richesse. Et de là, l'équilibre, en faisant très attention aux dépenses, bien sûr, se fera et permettra à chacun d'y trouver ses intérêts. Yves Brochard, en date du 10 août dernier, l'UDI départemental publie sur son réseau social un document qui émane du ministère de l'économie et qui semble indiquer que le niveau d'endettement du Mans par habitant jusqu'en 2011, en tout cas puisqu'on n'a pas le chiffre de 2012, serait de près de 500 € et rejoindrait statistiquement la moyenne nationale qui, elle, est chiffrée à près de 600 € par habitant, soit un encours de la dette qui atteindrait presque 75 millions d'euros. Est-ce que ça veut dire que l'UDI de la Sarthe souhaite mettre en avant le niveau d'endettement de la ville du Mans ? La dette, elle est là, donc de toute façon, il faudra bien la compenser par des recettes. Alors, il y a la dette qui a été faite sur les investissements, il y a la dette maintenant qui se fera sur le fonctionnement, et puis il y a aussi la dette à rembourser du fait de l'emprunt. Donc, de toute façon, on aura une facture à payer. Je le répète une fois, il faut trouver de l'enrichissement économique pour avoir des recettes fiscales, car les dotations sont en baisse, et nous ne pourrons pas rééquilibrer s'il n'y a pas une augmentation de la richesse, et s'il n'y a pas d'augmentation de la richesse, il y aura une augmentation fiscale. Yves Brochard, ça c'est le rêve de tous les candidats, d'enrichir économiquement la ville du Mans. Absolument. On voit bien où en est la situation. Comment vous allez faire, vous, pour justement je crois que remplir cette mission-là ? Maintenant que le rôle d'un maire est plus complexe qu'il n'a été jusqu'à maintenant, il ne suffit pas d'être un bon gestionnaire et puis de répondre à des catalogues pour équiper les grandes cités. Désormais, il faut trouver des acteurs. Et je crois que le rôle du maire, ça sera d'être en quelque sorte un ambassadeur, au-delà des
des frontières dans le domaine européen pour aller attirer des enseignes et puis aussi l'économie, la PME. Il faudra bien à un moment donné créer les conditions maximum pour bien accueillir les PME, car sans PME, il n'y aura pas d'emploi. Donc le maire a un rôle maintenant pour promouvoir les points positifs de sa ville. Nous avons une histoire, nous avons une course renommée dans le monde entier. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas un dynamisme à développer pour attirer des acteurs économiques qui viennent au Mans justement pour l'amour de la voiture ou l'amour de la culture. Eh bien, il faut justement rassembler ses forces, aller de l'avant, aller vers les autres et ne pas attendre qu'on vienne chez nous, puisque le monde change. On est dans un monde de communication, on est dans un monde de réseau, et je crois que le rôle du maire sera beaucoup plus amplifié à l'extérieur. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Yves Brochard, on reste dans l'actualité locale avec la nouvelle carte des cantons qui a été élaborée par le ministère de l'Intérieur en vue des départementales de 2015. Une carte qui peut encore être modifiée puisque les élus du Conseil général ont moins maintenant de 6 semaines pour donner leur avis au 13 janvier. De 40 cantons, on passe à 21 pour la Sarthe, un redécoupage qui ne met pas tout le monde d'accord. Jean-Marie Jeuveau, le président UMP actuel, dénonce une incohérence territoriale et un découpage politique qui privilégie les métropoles au détriment du monde rural. L'opposition de gauche, elle, se déclare plutôt satisfaite d'une meilleure répartition du nombre d'électeurs par canton, supprimant du coup une grande disparité de population entre les cantons. Alors Yves Brochard, vous avez été, vous, candidat en 2004 dans le canton Le Mans Nord-Campagne. Quelle analyse portez-vous sur cette recomposition des cantons sartois ? Moi, je suis pour un équilibre entre le rural et l'urbain. Je crois qu'il faut intégrer ces deux notions. Sur le canton que vous venez de citer, j'avais un équilibre à la fois sur l'urbain et le rural. Il faut pouvoir répondre à ces deux questions-là, et je crois que c'est une mesure qui ne me choque pas du tout. Alors, comme changement, les électeurs voteront en 2015 pour 2 conseillers par canton, un homme et une femme, ce qui portera le nombre de conseillers à 42 au lieu des 40 actuels. Est-ce que cette nouvelle représentation de 2 élus par canton sera opérationnelle d'après vous ? Je ne vais pas m'exprimer sur cette question-là, je vais simplement dire que je crois qu'il faut faire des économies. Je crois que, vous savez, maintenant vous avez le département, vous avez la région, vous avez les pays, vous avez les communautés de communes, donc il y a un ensemble d'institutions qui existent où vous avez une multiplication des services, de l'administration, des élus, alors qu'on est en crise majeure. Donc il y a un moment donné, il faudra simplifier pour mener à bien les questions qui se retrouvent pratiquement dans chacune de ces assemblées. Donc je crois que l'avenir ira vers une réduction des coûts et des représentativités. Ça s'appelle la décentralisation, et je crois qu'il faudra la faire avec un certain courage à un moment donné. Alors, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il y avait un projet, là aussi, de réforme des collectivités. Il était envisagé par mesure d'efficacité et d'économie du nombre d'élus de supprimer l'échelon départemental pour des conseillers territoriaux départements-régions. Et puis en 2010, dans son ouvrage intitulé « Pouvoir », Emmanuel Valls, l'actuel ministre de l'Intérieur, était favorable à réduire de 6 000 à 3 000 le nombre des élus de nos régions et de nos départements en fusionnant ces 2 échelons jusqu'à une suppression à terme du département. Est-ce qu'il fallait revenir sur cette vision territoriale ? Non, je pense que la réduction des fonctions et des coûts à partir du moment où on assume les responsabilités ne me pose aucun problème. Je crois qu'il y a trop d'élus, il y a trop Donc de il aurait communes. fallu supprimer le département ? Pourquoi pas la région, moi je suis sur le modèle allemand, les Länder, les modèles allemands. Je crois que les grandes questions maintenant se situent au niveau de la région. Les moyens dans tous les domaines, que ce soit l'université, que ce soit les collectivités. Il y a une régionalisation, il y a bien la régionalisation également dans le domaine de la santé. Donc c'est une modernité justement d'aller dans ce sens. Donc le fait de maintenir les départements, c'est bien. Le fait de les supprimer, c'était bien aussi ? Non, moi, le fait de les supprimer ne me pose aucun problème. À partir du moment où il y a des élus qui représentent des départements au sein d'une région, je crois que toutes les conditions sont réunies pour mener à bien les décisions.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mercredi dernier, les députés ont adopté par une majorité de 268 voix contre 138 la proposition de loi qui pénalise les clients des prostituées. La contravention sera de 1 500 € et en cas de récidive, l'infraction devient un délit qui sera puni d'une amende de 3 750 €. Jean-Louis Borloo fait partie des 79 députés qui se sont abstenus sur cette loi. Avant d'entrer en vigueur, le texte devra encore, faut-il le préciser, être discuté au Sénat avant la fin juin 2014. Yves Rochard, est-ce que cette loi va lutter efficacement contre le développement des réseaux de prostitution en France ? Moi, je peux pas vous dire ça, mais ce que je constate, c'est que pénaliser les personnes, ce n'est pas une solution adéquate. Ce qui est important, c'est plutôt d'aller s'intéresser à des réseaux qui, justement, ont pour l'habitude d'enlever toute liberté à toute personne pratiquant la prostitution et d'enlever la dignité humaine. Et je crois que c'est plutôt les réseaux auxquels on devrait s'intéresser. Et s'il y a une professionnalisation de cette profession, de cette activité, qu'elle se fasse dans des conditions normales, avec une éthique sur la santé, avec une éthique sur la protection sociale et sur le droit. Alors elle est déjà professionnelle pour certaines prostituées. Hein. Bien sûr, mais bon, c'est un problème très particulier. En tout cas, moi, tout ce qui opprime la liberté de la personne, je m'y oppose, et la pénalisation, pour moi, n'est pas une solution. Je crois que le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est que les gens seront amenés à aller dans d'autres pays à l'étranger pour rencontrer des prostituées. La pénalisation, les prostituées seront certainement dans des endroits que nous ne pourront pas contrôler, la police non plus. Je crois que jusqu'à maintenant, il y avait un certain équilibre. Et puis je dis, c'est les réseaux mafieux qu'il faut absolument contrôler pour éviter que ces personnes se retrouvent sous une domination et sans aucune liberté. Y a-t-il un risque que cette loi fasse l'inversion finalement de son intention, c'est-à-dire d'obliger les prostituées à se cacher et ainsi les mettre dans une situation plus vulnérable vers la clandestinité ? Bien sûr, la vulnérabilité, et c'est là que le contrôle sanitaire peut poser un problème, et notamment la lutte contre le sida. Je crois que quand on amène les gens à être dans la clandestinité, eh bien, ça restreint leur liberté, et puis en même temps, la politique de la santé publique est peut-être mise en cause. Je crois que je pense que c'est une régression. Dans les colonnes du journal Le Monde, c'était le 19 novembre dernier, la philosophe féministe Elisabeth Badinter, qui est contre cette loi, parle d'une haine à la sexualité masculine. Est-ce que cette loi porte un jugement moral ? Bon, écoutez, je respecte toutes les sexualités à partir du moment où elles ne posent aucun problème à l'intérêt général. Respect des libertés, consentement, on est dans le domaine de l'intime, donc moi je respecte l'intime. Par contre, c'est là où il faut combattre les déviances sexuelles, c'est lorsque ça concerne la pédophilie ou l'atteinte à la liberté sans consentement. Donc on est dans le domaine de l'intime. Je pense que je respecte à partir du moment où les personnes ne créent pas de délit. Voilà. Je m'arrête là. Alors les opposants à la prostitution revendiquent que le corps d'une femme n'est pas une marchandise et qu'il faut accompagner les prostituées vers une reconversion professionnelle. Pourtant la crise est là. Et pour certaines femmes, voire des hommes d'ailleurs, dont on parle peu, c'est un complément de ressources et un recours pour vivre. Bien sûr que oui. Je pense que ces gens-là ont besoin d'exister, de vivre, de se nourrir, de se loger, d'élever leurs enfants. Ce sont des gens respectables à partir du moment où ils respectent les règles de leur démocratie. Donc, par contre, ceux qui veulent peut-être envisager des reconversions professionnelles, et ça doit arriver, je crois qu'il faut créer des conditions de réinsertion dans un monde où justement, à partir du moment où ils décident de quitter la prostitution. Donc je crois qu'il faut créer les conditions, les passerelles pour une réinsertion, pour ceux qui le désirent. C'est humain, je pense, comme démarche. Yves Rochard, les maisons closes ont été fermées en France, il faut le rappeler, le 13 avril 1946. Est-ce que le meilleur moyen de contrôler la prostitution, d'assurer aux femmes tout risque de danger avec une garantie sanitaire, serait de revenir sur cette décision, comme le demandent de temps en temps d'ailleurs certains élus, comme Alain Fouché, sénateur UMP de la Vienne? Moi, personnellement, je ne suis pas pour l'ouverture des maisons closes.
Par contre, je suis pour l'accompagnement des personnes qui pratiquent ces activités-là. Je crois que le contrôle sanitaire, le donner un statut social, payer des impôts, pourquoi pas, à partir du moment où les gens le décident pour mener cette activité eux-mêmes, mais créer des structures professionnelles, maison close, non, personnellement, je vois pas l'intérêt. Je trouve qu'il y a déjà un équilibre et qu'on peut améliorer justement le statut de ces personnes qui sont des personnes indépendantes et non soumises à une autorité mafieuse. Merci Yves Rochard d'avoir commenté l'actualité sur Radio Alpa. Cette émission est rediffusée mercredi à 8h30 et dimanche à midi. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur radioalpa.com. On va se quitter avec votre choix de générique de fin, Lindsay Holiday. Oui, alors pourquoi Lindsay Holiday ? Parce que c'est un chanteur de proximité qui se produit dans la Sarthe régulièrement, qui a vécu aux États-Unis, qui a vécu en Angleterre et qui a aussi une propriété dans la Sarthe. Donc c'est un homme de cœur, c'est un humaniste qui justement accepte de participer. J'ai eu le plaisir de l'inviter pour une action contre la lutte contre le cancer. Et donc il est venu se produire à l'église du Pré il y a 1 an à peu près. Donc là vous allez entendre un classique gospel qui est inspiré par l'Ancien Testament de la Bible. Et cette chanson a été enregistrée en New York en 1958 par Louis Armstrong. Et Claude Nogaro a réutilisé cette mélodie pour la chanson Armstrong en son hommage à ce dernier. Voilà, on va écouter ce titre en guise de générique de fin. La semaine prochaine, je recevrai un nouvel invité politique. Merci Alexandre Maladry pour la réalisation technique de cette émission. Et merci à vous. When Israel was in Egypt land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. And the Lord said, go down, Moses, way down in Egypt land, and tell let my people go. Thus saith the Lord, dear Moses said, let my people go. If not, I'll strike your firstborn dead. Let my people go. Said, go down, Moses, way down in Egypt land, and tell old Pharaoh, let my people go. And the Lord said, go down, Moses, way down in Egypt land, and tell old Pharaoh to let my people go.